Bienvenue au musée Pégou pour cet aéro-apéro. 30 minutes d'aéro, 30 minutes d'apéro. On déborde chaque fois des deux côtés, mais c'est pas grave. L'important est que les deux moments soient conviviaux, si je peux utiliser cette expression. Et donc ce soir, on va parler du Rafale. Et j'ai eu plusieurs coups de fil cette semaine, et avant-hier, l'an-dernier, quelqu'un qui m'appelle, dit: Monsieur Tolopomont, à quelle heure passe le Rafale au musée Pégou? Malheureusement, j'ai dû les dissuader, leur dire que le Rafale ne passait pas, mais qu'on aurait l'occasion d'entendre une conférence de notre ami Thierry Grasset, qui va vous donc révéler tous les mystères du Rafale. Ceux qui étaient là sous mon doute l'ont vu et entendu, et ça leur rappellera peut-être quelques souvenirs. Thierry est un passionné d'aviation depuis une cinquantaine d'années et un maquettiste expert. Vous verrez d'ailleurs quelques maquettes qu'il a apportées et qui sont à l'exposition. Voilà, je lui laisse la parole et je vous souhaite une excellente aéro d'abord. Et apéro après. Merci Claude, merci. Lorsqu'on a réfléchi au programme des aéro-apéros, Claude m'a imposé le titre Les mystères du Rafale, et je dois dire que c'est un bon titre en fait. Hein. Voilà, donc je l'ai gardé. Enfin, c'est le président quand même, Claude. Hein, voilà, et en fait c'est un bon titre. Donc je vais donc rebondir sur ces mystères. Donc vous savez qui je suis. Et après, bon, on va démarrer la conférence. Je vais juste faire... je ne parlerai pas de Massasso cette fois-ci, puisque nous avons une conférence le mois prochain sur ce thème-là, mais sur sa phrase restée célèbre, un bel avion est un avion qui vole bien. Et là, il faut dire que le Rafale, c'est vraiment un bel avion, et je peux vous dire qu'il vole bien aussi. Donc ça s'est avéré réel. Bon. Donc on va voir un certain nombre pas mal de caractéristiques du Rafale, mais surtout... Ce qu'on va essayer de faire, c'est répondre à deux questions. Du moins, j'aimerais qu'à la fin, vous puissiez répondre. Je ne vous questionnerai pas, hein, vous inquiétez pas. Mais ces deux questions, à quoi ça sert finalement? À quoi sert cet avion? Parce que bon, il est beau, machin, mais bon, hein. Voilà. Et pourquoi c'est un très bon avion de combat? Voilà. Eh bien, on va essayer de... J'espère que vous aurez enfin, vous aurez possibilité de répondre. Peut-être que vous pouvez déjà répondre à ça. Moi, il m'a fallu un petit peu de temps quand même. Hein. Voilà. Alors, donc sans vouloir répondre à cette question, mais pour avoir une vision un petit peu de haut niveau, à quoi sert cet avion? J'ai pris ça sur une vidéo d'un ex-pilote de combat. Donc, frapper l'ennemi en profondeur, donc être capable de pénétrer dans le territoire ennemi, ça fait un peu guerrier, mais bon, c'est quand même un avion de guerre. Hein. Protéger notre espace aérien, se protéger, et puis dissuader l'ennemi d'attaquer. Je pense que dans le contexte actuel, géopolitique, ça fait beaucoup de sens, hein, ces trois aspects, notamment la dissuasion. Alors, depuis quelque temps, on parle beaucoup de guerre, beaucoup de conflits, donc j'ai été amené à intervenir sur différents thèmes relatifs aux faits guerriers. Donc j'aime bien rappeler ça c'est de moi, enfin bon, c'est pas non plus transcendantal, mais on parle beaucoup de paix et tout, donc la paix c'est évidemment la seule option valable, hein, soyons clairs. Le problème c'est que c'est comme l'amour, hein, et ça vraiment je crois que la comparaison est assez viable, il faut être deux pour que ça fonctionne. Donc on peut aimer éperdument quelqu'un, hein, mais bon, s'il nous aime pas, voilà, et bien c'est pareil pour la paix. Donc on veut la paix absolument, mais si l'autre en face ne la veut pas, va falloir avoir quand même quelques armes dans sa poche pour l'en dissuader. Hein. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe par rapport au contexte actuel, ce que ça peut donner. Voilà. Pour beaucoup d'entre nous, le Rafale, c'est ça en fait. C'était eh bien le 18 août dernier à Montferrat, à la biennale de la voltige aérienne. Et donc, on a eu l'immense chance de recevoir le Rafale Solo Display.
ceux qui étaient là ont pu bénéficier de ce spectacle. Et donc, on peut admirer les évolutions de cet avion. On a eu l'immense chance de pouvoir nous entretenir avec les pilotes, notamment avec le démonstrateur, Mimous, après. Et donc, j'ai discuté avec lui, et lui m'a rappelé ça. Il m'a dit, OK, ça, c'est du spectacle. C'est lui qui dit ça. Voilà. Le Rafale, c'est avant tout un avion de combat multirôle. Donc, il est facile à piloter, et vous verrez pourquoi, d'ailleurs. Par contre, il peut mener un grand nombre de missions, et l'extrême complexité du job des pilotes de combat, c'est justement de mener ces missions. Donc, je vous ai simplement remis ma photo fétiche, je pense que je la négocierai peut-être un jour, voilà, avec donc Mimous à droite, enfin ici, voilà, donc le pilote démonstrateur, et Bubu à gauche qui était le coach, ils interviennent à deux, Bubu étant l'ancien démonstrateur. Voilà. Ce qui m'a beaucoup ému chez ces gens-là, d'abord, c'est qu'ils ont une énorme expérience de vol, ils ont une énorme expérience de pilotage en conditions de combat également, voilà, ce sont des pilotes de combat tous les deux, donc c'est pas des pilotes de cirque, voilà. Et quand j'ai discuté avec eux, Mimous me dit, moi j'aimerais bien piloter un Spitfire, sauf que la conversion sur Spitfire ça coûte 80 000 € et que je pilote de l'armée de l'air et je suis pas millionnaire, donc je pourrais pas me le payer, mais donc une envie de voler, enfin ils aiment leur métier, une envie. Et par contre, Et donc Bubu qui me dit, moi, j'ai vu Top Gun 1 à 5 ans, j'ai rien compris, mais quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Voilà. Donc j'ai trouvé ça beau et j'ai voulu partager ça avec vous. Voilà. Alors, on a parlé donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le Rafale, un avion de combat omnirôle 100% français, capable de mener, on va les détailler après, 7 missions différentes. Donc là, un petit coup de cocorico, voilà, ça fait du bien. Vous savez, les Français, on a cette propension à ne pas se flageller, donc ouais, super. C'est un véritable avion multirôle. On va revenir un peu sur la notion de multirôle. Donc d'abord, ce qu'on appelle la défense aérienne, ce sont des missions aériennes, c'est typiquement ce qu'on peut appeler l'aviation de chasse. Sauf que ça a pas mal évolué, voilà. Après, vous avez toutes ces missions, on a 4, frappe au sol, appui-feu, dissuasion nucléaire, lutte anti-navire. Là, il s'agit de frapper depuis l'air vers le sol ou vers la surface dans le cas où on combat un navire, voilà. C'est traditionnellement ce qu'on appelait attaque au sol, le bombardement, voilà. Et puis vous avez également, alors une particularité du Rafale, c'est qu'il est capable, lors de la même mission, de mener à la fois une mission air-air et également une mission air-sol. Et il y a pas mal d'exemples en opération extérieure, donc réelle, où ça s'est passé. On verra pourquoi, donc avec son armement multirôle. Voilà. Il y a 2 autres missions de reconnaissance photo et ravitaillement en vol sur lesquelles on reviendra, qui en font vraiment donc un avion, donc un seul avion, 7 missions. Alors j'aime bien faire des analogies avec ce qui est un peu plus ancien. Là, vous avez un SPAD 13 de la Première Guerre mondiale chez Héraclide, et ça c'est un pur chasseur. Il est équipé de 2 mitrailleuses. Là, je vous ai mis le héros de la Première Guerre mondiale, Fonck, voilà, qui c'était sa monture. Là, vous avez un avion qui est monorôle. Voilà, il ne fait que de la chasse. Voilà. Donc on est loin de ça. Un petit rappel également par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, où on avait plutôt tendance à avoir des avions dédiés. Je vous ai mis un Spitfire comme chasseur, un chasseur bombardier, donc un Corsair, vous savez, celui de Paby Boyington. Bon, le Stuka comme bombardier en piqué. La reconnaissance, ça c'est le P-38 de Syntex. Un B-25, un bombardier moyen, et puis un bombardier lourd, le B-17, Forteresse volante. Vous voyez, donc des avions dédiés à une mission. Voilà, un rôle. Alors, c'est un avion donc multirôle, donc un avion avec 3 versions. 2 versions monoplace et une version biplace. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. Donc en monoplace, on a la version chasse, c'est-à-dire terrestre, et puis la version marine qui, elle, peut être basée sur porte-avions, et puis le biplace, qui, comme son nom l'indique, est bien un pilote à l'avant et à l'arrière, ce qu'on appelle un NOSA, c'est-à-dire un navigateur des systèmes d'armes. Asseyez-vous là, les enfants, il y a des chaises. Voilà. Alors, ce qui est très, très intéressant à ce stade de comprendre, c'est ce que j'ai noté ici, c'est que déjà, les postes avant et arrière sont strictement identiques. Ceci est assez exceptionnel, ce qui fait que c'est très pratique pour la conversion, notamment Mimous, ce que vous avez vu, était responsable du escadron 3-4 Aquitaine, qui est un escadron de transformation sur Rafale. Voilà.
Ça permet également de décharger le pilote de la navigation des systèmes d'armes, ça on y reviendra, mais ce sont deux postes strictement identiques, donc totalement standards. Les avions, qu'ils soient en monoplace ou biplace, ont exactement la même taille, ils diffèrent de quelques centaines de kilos au niveau du poids, donc c'est strictement la même cellule, hein, donc même dimension, mêmes équipements, mêmes armements, même performance et même mission. Hein, ces trois versions peuvent mener les 7 missions que je vous ai indiquées précédemment. Voilà. Alors, on va parler rapidement de ces différentes versions. Donc, le Rafale M pour marine. Donc, il s'agit d'un... J'ai voulu rapidement simplifier le principe d'un avion basé sur porte-avions. Excusez-moi. Donc, qui doit être catapulté à l'avant. On ne décolle pas un porte-avions, on est catapulté. Hein, et puis, à ponter en accrochant un crochet à l'arrière. Donc, ça entraîne des contraintes assez fortes au niveau de l'impact sur le pont. Un catapultage, pour vous donner une idée, en 2 secondes, vous passez de 0 à 260 km/h. Hein. C'est 2 fois l'accélération d'une Formule 1. Ils se prennent 9G, je crois, donc voilà. Donc il y a une traction très très forte sur le train d'atterrissage, donc qui nécessite, là vous avez la différence, vous avez devant vous donc à gauche un Rafale, l'avant d'un Rafale C, donc terrestre, et à droite un Rafale M marine. Vous voyez que le Rafale M est un peu plus dressé, hein, et son train d'atterrissage est beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourd aussi, il fait 200 kg, et pour cause, puisqu'en fait, vous voyez ici, ce train va être accroché au sabot de la catapulte, donc l'avion qui peut peser en pleine charge plus de 20 tonnes va être tiré avec un 9G, donc il faut un train extrêmement résistant pour ne pas se retrouver cassé. Le train de la version C serait bien sûr brisé. Donc j'ai noté que le Rafale marine fait à peu près 300 kg de plus que le Rafale C. Il a un tout petit peu moins de capacité en carburant, mais très peu. Également, le train principal est renforcé. Donc là, je suis pas pilote, mais il y en a dans la salle. Un atterrissage traditionnel, c'est on fait un arrondi, mais sur un porte-avions, on fait pas d'arrondi. Faut plaquer l'avion pour qu'il puisse accrocher les bras. Donc ça amène des contraintes également supplémentaires sur le train avant, d'où un renforcement de tout le système de train, avec également un crochet, donc une crosse d'appontage spéciale qui peut bien sûr arrêter un avion de près de 20 tonnes s'il revient en charge. Pour la version biplace, donc comme je vous ai expliqué, donc à l'avant le pilote, à l'arrière le navigateur et opérateur des systèmes d'armes. Donc très simplement, on peut dire c'est que le pilote dans ces configurations va pouvoir se focaliser sur le pilotage, c'est la moindre des choses, et puis sur ce qui est tir-canon, enfin le vol, et le NOSA, l'arrière, va pouvoir prendre en compte la navigation, la radio, la veille radar, et puis la mise en service également de pas mal d'armements air-sol. Hein. Donc ça, c'est idéal pour des missions un peu complexes comme la dissuasion nucléaire, la pénétration basse altitude, la reconnaissance photo, telle qu'on verra, hein, ou ça. Et puis on peut imaginer également des interventions où on a des biplaces avec des monoplaces. Actuellement, dans l'armée de l'air et de l'espace, il y a un petit peu plus de biplaces que de monoplaces. Et pas de biplaces marins, hein, ce sont que des monoplaces. Hein. Que des monoplaces. Voilà. Donc, je reviens sur mon première diapo. Voilà. Donc, rapidement, je vous ai réparti un petit peu en fonction des missions, les préférences. Donc, de façon générale, défense aérienne, c'est plutôt pour des monoplaces, hein, chasse ou marine. Après, les frappes au sol, appui rapproché, dissuasion nucléaire. Voilà, il y a une petite préférence pour les biplaces, mais en fait, les monoplaces peuvent tout à fait accomplir ces missions. Hein. Et tout ce qui est lutte anti-navire et ravitaillement en vol, on va voir que c'est plutôt des marines, par exemple parce que la lutte anti-navire, c'est une tâche de marin, et on verra que le ravitaillement en vol est utilisé uniquement par les Rafales marines. Alors, c'est un grand remplaçant, le Rafale, donc il remplace 7 avions qui étaient en service dans l'armée de l'air française. Donc le Jaguar, donc en air-sol, le Jaguar, le Mirage 2000D, le Mirage 2000N, ça c'est plutôt nucléaire, voilà. En air-air, le Mirage 2000C. En air-sol aussi, le Mirage F1CR. Et puis pour les marins, un vieil avion américain, le Crusader, qui était vraiment obsolète. Et puis le Super Étendard. Voilà. Donc on passe de 7 avions à un seul avion. Donc c'est sûr qu'en faisant ça, on réduit drastiquement les coûts de maintenance, d'équipement, de formation des pilotes. C'est plus l'avion. Et la formation des pilotes marins par rapport aux pilotes terrestres est quasiment identique. Après, bon, il y a un ajout. Il faut qu'ils apprennent à ponter, bien sûr, et à catapulter. Mais c'est mis en commun. Les missions de combat, les formations des mécaniciens également sont homogénéisées. Donc je vous ai mis ici un petit graphique
avec quelques avions que vous connaissez plus ou moins, le Saab, donc le Saab suédois, et puis donc le Rafale qui est en rouge, l'Eurofighter Typhoon, vous avez une maquette derrière là-bas, le F-16 américain et le fameux F-35. Donc vous voyez que le Dassault Rafale, il est à 17 000 € l'heure de vol, c'est tout compris, hein, c'est tout ça, package, voilà. Donc il se positionne assez bien par rapport aux autres avions. Tout de suite, la question, ça coûte combien? Alors la réponse, elle est très délicate en fait, parce que ça dépend, hein, ça dépend l'avion nu, etc. Donc je dirais qu'en gros, pour nous les Français, ça nous coûte entre 100 et 120 millions d'euros pièce, voilà. Après, vous avez des coûts, alors je m'amuse des fois à dire, Qatar, là, 262 millions, ils leur ont mis des roses de noyer, puis des poignées en or, mais non, ça inclut l'entraînement, ça inclut l'armement, ça inclut toute une série de prestations, bien sûr, qui font des avions extrêmement coûteux. On reviendra sur les dotations à l'étranger, hein, mais ça, voilà. Vous voyez que j'ai retrouvé pour le Mirage 2000 un coût actuellement, hein, parce que c'est entre 50 et 60 millions d'euros, donc c'est quand même un avion qui est un peu plus cher, hein, voilà. Une diapo très importante ici, avant de continuer. On focalise souvent sur est-ce que c'est un bon avion? Est-ce que le Rafale c'est un bon avion? Par rapport à ça, par rapport aux les Russes qui font je sais pas, vous avez vu le Cobra, des figurants, c'est un bon avion, c'est un bon. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que là on parle pas, faut aller un petit peu au-delà de ça. C'est un avion performant et polyvalent avec un ensemble de charges pendulaires performantes et polyvalentes. Et ça fait un système d'armes aérien. Donc c'est de ça dont on va parler. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que, normalement à la fin de la présentation, vous direz oui, le Rafale, c'est vraiment un bon avion parce que c'est un bon système d'armes aérien en fait. Hein. Un avion avec une aérodynamique, un domaine de vol, propulsion, une autonomie, etc. de qualité, et également toute une série de charges pendulaires qu'on va mettre sous l'avion qui vont lui permettre de mener toutes ses missions. Et c'est tout cet ensemble qui fait un bon avion. Hein. Très rapidement, parce que je n'avais pas prévu d'en parler, mais moi j'ai un peu dépouillé ce qui s'est passé en Ukraine, par exemple avec les avions russes. Il y avait des très bons avions russes, hein, Sukhoi 34, 35 pour ceux qui connaissent, mais qui ont été souvent employés, qui ont subi quelques pertes, notamment à cause d'armes sol-air relativement frustes, parce qu'ils utilisaient des armements non guidés, donc ça les obligeait à rentrer dans un domaine de vol à voler à assez basse altitude, donc à être vulnérables. Donc vous voyez, un très bon avion, si pas utilisé avec un système d'armes de qualité, eh bien, il peut s'avérer être vulnérable. Donc c'est un ensemble, c'est les deux. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de la construction, mais il y a trois grands industriels qui sont impliqués dans le Rafale. Bien sûr, Dassault, à hauteur de 60%, hein, les avions Marcel Dassault, Thales, et Safran. Alors Thales regroupe plein de branches, notamment des bouts de Thomson CSF. Enfin, il y a eu pas mal de fusions. Et Safran a repris la SNECMA donc pour les propulseurs. Hein, voilà. Donc vous voyez les quelques chiffres, c'est assez impressionnant. Donc la production d'avions, elle est en train d'augmenter. J'ai écouté il n'y a pas longtemps le PDG de Dassault qui disait vouloir monter à 6 avions par mois. Hein, voilà, ils n'en sont pas encore. Donc ça augmente. Il y a des grosses commandes, donc il va falloir servir. Voilà. Alors il y a 25 km de câblage. Ça, c'est intéressant. Donc, oui, il y a beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'interconnexions, 300 000 rivets, 30 000 pièces. Alors, j'ai trouvé un chiffre. Le délai de construction entre vraiment le moment où on commence à préparer sa boîte à outils et le moment où il sort, c'est à peu près 36 mois aujourd'hui. Hein. Pour vous donner une idée, pendant la guerre, on sortait un B-29 aux États-Unis, un B-29 qui est un très gros bombardier, celui qui a largué la bombe sur Hiroshima, en 1 heure à peu près. Mais bon, c'est pas les mêmes conditions. Hein. Et c'est pas le même avion quand même, malgré tout, même s'ils étaient assez sophistiqués. Voilà. Quelques chiffres au niveau des commandes. Actuellement, on est à 507 commandes, donc 234 pour la France, 273 à l'export. Voilà. Donc là aussi, je compare avec quelques autres avions. Vous voyez le Mirage 3 qui était à peu près à 1400, à peu près 1200. Je vais avoir les chiffres. Ouais, 1402, voilà. Le Mirage 2000 à 601. Le F-16 américain 4600, et qui existe depuis les années 80, hein, le F-16. Hein. Et donc, donc après le F, oui, et puis le fameux F-35 dont on parle beaucoup, qui a actuellement 3500 commandes. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont en acheter 3500, parce que ça commence à chauffer pour eux. Mais bon, c'est quand même des très grosses commandes. Vous voyez qu'on est quand même assez loin de ça. Hein. Et si on regarde un petit peu au niveau France, actuellement, en dotation de l'armée de l'air et de l'espace, donc en Rafale C et B, on est à peu près à 100 avions, hein, pour un objectif de 234 à l'orée des années 2030. Et on est à 46 Rafales marines,
pour un objectif de 60. Voilà. Donc il y a des tranches successives de construction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait, je ne sais pas. Ce que j'ai là, c'est... Oui, normalement, l'idée pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est d'avoir 95 monoplaces et 139 biplaces. Donc vous voyez, plus de biplaces que de monoplaces. Hein. Voilà. Où ils sont répartis en France sur 3 bases, en fait, un Mont-de-Marsan, Saint-Dizier, puis l'Andivisio pour la partie marine, hein, avec bien sûr des déploiements sur le Charles de Gaulle. Je crois qu'il y a 2 flottilles sur le porte-avions, enfin, hein, lorsqu'il est en opération. Et il y a également un escadron aux Émirats Arabes Unis, à côté d'ailleurs des Rafales Émiratis. Hein, voilà. Pardon ? Il y a Orange aussi, le 5 depuis... Peut-être, oui, voilà, ouais, ok, voilà, j'en suis resté là, mais... non, mais, ok, voilà. Très bien, ouais. Au niveau des exploitations de Rafale, donc on a la première commande, je vous ai mis les Rafales égyptiens, la première commande qui a débloqué un peu le processus de commande de Rafale, ça a été avec l'Égypte, voilà, donc ça a débloqué un peu. Donc on était avant, le Rafale se vendait pas, et à partir du moment où on l'a vendu à l'Égypte, ça a été débloqué. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a des grosses commandes aux Émirats Arabes Unis, hein, voilà. Oui, on parle de 80. La Croatie, je ne sais pas qui c'est qui a commencé, un des deux. La Croatie en a pris, donc la Serbie aussi. Ça, ce sont des Rafales d'occasion. Hein. On a prélevé sur notre cheptel, et en l'occurrence, ce qui fait qu'en prélevant, on a moins de Rafales pour nous, pour notre défense. Hein. Voilà. La Grèce et d'autres à venir, mais bon, Et au niveau des opérations extérieures, donc opérations extérieures, c'est on va combattre, hein, parce que ça sert aussi à ça, le Rafale. Donc il y a eu le Mali, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, enfin, on commence même par l'Afghanistan. Et puis il y a aussi toute la partie police de l'air dans les pays baltes qui fait beaucoup de sens en ce moment, hein, dans le contexte actuel. Voilà. Donc maintenant, j'ai parlé d'un avion. Hein. Donc rapidement, un peu ses caractéristiques et performances. Donc on a un avion qui fait 10 tonnes à vide, qui fait plus de double à pleine charge, une fois qu'on l'a chargé de carburant, qu'on lui a mis toute une série de charges en dessous, pour un avion qui est de taille relativement modeste, hein, 15 mètres, voilà, hein, 15 mètres et quelques de longueur. Hein. Une vitesse maximum un peu en dessous de Mach 1.8, enfin Mach 1.8, donc un peu en dessous de 2 fois la vitesse du son. C'est quand même rapide. Ce que je précisais tout à l'heure, c'est que pour voler à cette vitesse, le Rafale, il faut qu'il soit entièrement lisse. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il soit dans cette configuration-là. Il faut qu'il n'y ait absolument rien sous les ailes. Hein, voilà. Et quand on n'a rien sous les ailes, ça veut dire qu'on n'a pas notamment de réservoir supplémentaire, on consomme du pétrole, donc on ne peut pas voler longtemps. C'était la configuration du Rafale sur le display, par exemple, où il est totalement lisse. Hein, voilà. Une chose très intéressante, c'est sa vitesse d'appontage ou d'atterrissage très, très lente. Je crois qu'avec le Mirage Pro, on était à plus de 300 km/h. Donc là, on est descendu à près de 200 km/h. Ça, c'est super. Ça permet donc d'atterrir sur des pistes courtes. Et vous voyez, il peut atterrir sur une piste normale en 450 mètres, ce qui est vraiment peu pour cet avion. Voilà. Et également, alors le rayon d'action, on pourrait pontifier là-dessus parce qu'avec le ravitaillement en vol, il peut voler pas mal d'heures. Hein. Après, c'est le confort du pilote qui est mis à contribution, mais il y a des convoyages sur des distances extrêmement importantes. Alors, on parle de l'avion, donc au niveau de cette cellule, aérodynamique, propulsion. Donc, vous voyez, c'est un avion qui a une cellule qui est essentiellement composée de matériaux composites. Hein, voilà, donc il y a du titane, mais il y a également beaucoup de matériaux composites, ce qui explique d'ailleurs sa légèreté, puisqu'il explique aussi le positionnement des points d'attache sur l'avion. Pas mal de points d'emport, ça on y reviendra. Il peut emporter 9 tonnes 5 maximum de charge, hein, si on inclut bien sûr le carburant. Hein. Il est propulsé par 2 réacteurs M88. 2, c'est mieux que 1. Voilà, donc c'est beaucoup plus fiable. S'il y en a un qui flanche, notamment en combat, on peut continuer à voler. Il peut même, je le disais, il peut même être catapulté. S'il y avait une panne sur un des moteurs, il pourrait quand même décoller du porte-avions, ce qui est quand même une condition de sécurité extrême. Alors que quand on n'a qu'un seul réacteur, c'est un peu plus gênant, comme par exemple le Mirage 3 ou le Mirage 2000. Il n'est pas furtif, mais il est discret. Je ne fais que passer. Voilà, donc il a une signature radar voilà, relativement faible hein, par rapport aux gros F-15 ou les Sukhoi. Voilà. Par contre, il n'a pas la signature radar d'un F-35 furtif. Il n'est pas furtif, mais il est quand même... Et d'ailleurs, entre le prototype du Rafale et la première version de série, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits justement pour le rendre beaucoup plus discret. Il a une aile delta et il a quelque chose d'absolument génial, c'est des plans canards. Alors ces plans canards, ils sont orientables
Et automatiquement, on verra les commandes de vol électriques, donc c'est absolument pas actionné par le pilote. Et elles ont deux avantages principaux, enfin, parmi beaucoup. D'abord, c'est de créer des turbulences au niveau de l'aile, donc d'améliorer la portance. On a beaucoup parlé avec la conférence de Stéphane de la portance. Hein, donc là, ces plans canards tels qu'ils sont positionnés augmentent très nettement la portance de l'avion et peuvent être également utilisés comme des aérofreins. Voilà. Et ce qui explique ces distances, ces vitesses très faibles d'atterrissage faibles et ces distances d'atterrissage également courtes. Donc, un très bon avion. Et bien sûr, ravitaillement en vol, mais ça c'est assez classique maintenant. Hop, voilà. Donc très rapidement, vous voyez, c'est ça à l'échelle. Hein. Donc vous avez l'ATAR 105 qui équipait le Super Mystère B2, l'ATAR 9K50 qui équipait le F1, et maintenant l'M88, mais là il y en a deux par contre, hein, alors qu'il n'y en avait qu'un seul sur les autres avions. Donc ces trois réacteurs, on l'a même poussé, on mesure la poussée en kilos ou en décanewtons, hein, ce sont des unités. Et par contre, vous voyez l'encombrement du M88 qui est bien plus faible. C'est un réacteur qui consomme moins, qui a beaucoup moins d'encombrement. Il a une caractéristique également qui est très pratique sur porte-avions. Il peut être démonté verticalement, descendu, donc tu n'as pas besoin de le sortir sur un Mirage 2000, il faut le sortir par l'arrière, donc là on le descend, vous voyez que tu as tout un système, vous voyez, de tringlerie pour le descendre, donc c'est extrêmement pratique sur porte-avions. Il y a une question souvent qui revient, c'est combien ça consomme? Pas mal quand même, ça consomme bien quand même. Voilà, donc je vous ai mis ce petit graphique. Donc en régime de croisière, on est à 2500 litres par heure, donc ça fait à peu près... ça doit faire à peu près voilà, 50 litres minute à peu près. Si vous êtes à plein régime, mais sans post-combustion, c'est-à-dire qu'on ne met pas la post-combustion, plein régime, on monte à 6600 litres heure, c'est-à-dire 110 litres à la minute. Donc 110 litres à minute, pour moi, ça va être presque 3 pleins, enfin un peu plus de 2 pleins. Et là, je fais avec 2 pleins, je fais demi-kilomètre, quoi. Voilà, bon, voilà. Et puis, en post-combustion, alors que vous savez, la fameuse flamme qui sort à l'arrière, là, vous montez à 350 litres minute, c'est-à-dire 21 000 litres heure. Donc, vous voyez, par exemple, imaginez que vous vouliez vous enfuir, donc vous larguez toutes les charges, vous êtes lisse, donc ça veut dire que vous n'avez plus que les réservoirs internes. Vous mettez la post-combustion, vous consommez 350 litres à la minute quand même. Hein. Voilà, donc il va pas falloir faire ça trop longtemps. Quoi, hein, parce que ça... Alors maintenant, par contre, on peut sortir vite de la zone de danger. Hein. Voilà, c'est des chiffres qui sont intéressants à noter. Alors, on a parlé de la cellule. Maintenant, on va parler du cockpit, de l'avionique, du radar. Ce sont également d'autres éléments de l'avion. Alors, déjà au niveau du cockpit, c'est assez original. Le pilote est assis sur un siège incliné à 29 degrés. Voilà. Alors pourquoi? C'est pour limiter la distance entre la tête et le cœur lors des accélérations où il y a le fameux voile noir, voile rouge, voilà, où le sang peut monter la tête, au contraire quitter la tête, hein, parce que ça, quand je fais des accélérations. Donc les pilotes, j'ai discuté avec eux, m'ont dit que c'était extrêmement confortable. Hein. On va revenir sur les commandes après. Il est l'un des ressentis des pilotes au départ, c'est de sentir un petit peu proche de la planche de bord, vous voyez, hein, la partie visualisation tête haute ici, mais il s'est habitué assez vite. Et c'est un avion qui est climatisé. C'est le premier avion de combat français qui est climatisé. Voilà. Cette climatisation, d'ailleurs, qui fait un peu de bruit, mais grâce au casque, ça, je vous dis ça parce que je discute avec les pilotes, hein, mais avec le casque, on n'entend pas le bruit. Donc, c'est climatisé. Il y a la clim. Super. Voilà. Bon. Alors, le tableau de bord, là, à droite, je vous ai mis un Mirage 3E, donc un Mirage 3, avec plein de cadrans analogiques. Vous pouvez voir la différence à gauche, où vous n'avez plus aucun cadran, il y a juste un horizon artificiel, mais c'est un écran, c'est un cadran numérique, voilà. Vous n'avez plus que des écrans plats tactiles. On va les voir en détail après. Voilà, donc ça, c'est le grand changement. Il n'y a plus de manche au milieu, il y a un mini-manche à droite, et puis il y a une poignée de gaz à gauche, vous voyez. Donc voilà les grands changements. En l'occurrence, vu la position inclinée, on ne pourrait pas avoir un manche au milieu. Hein. Donc voilà le poste de pilote, voilà le tableau de bord. Voilà. Alors, vous verrez après que j'ai marqué facile à piloter. Donc vous voyez déjà, on va partir du haut. En haut, vous avez un collimateur tête haute, un afficheur tête haute, donc qui affiche un certain nombre d'informations. Et sachant que c'est dans votre axe de vision, vous regardez à l'extérieur, on voit ça sur certaines voitures maintenant, ça existe aussi. Hein, voilà. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Celui-ci est particulièrement large et à haute définition. Et juste en dessous, vous avez un écran qui doit faire la taille d'une feuille A4. Hein,
collimaté à l'infini, c'est-à-dire que vous regardiez à l'extérieur ou devant, vous n'aurez pas votre vision n'aura pas besoin de s'adapter, et là vous allez pouvoir afficher énormément d'informations, notamment des cartes de suivi de terrain. C'est un écran tactile, comme les deux écrans sur le côté, les visualisations de tête latérale droite et gauche, hein, qui sont également des écrans plats, cristaux liquides couleur tactile, haute définition. Vous avez en dessous, apparemment quelque chose qui n'est pas très utilisé, mais un pavé tactile. C'est exactement le même que celui que vous avez sur un ordinateur portable, vous voyez, hein, donc vous allez pouvoir, parce que vous allez pouvoir déplacer une souris, votre pointeur sur les écrans, voilà. Et donc vous avez également ce qu'on appelle le HOTAS, donc le Hands on Throttle and Stick, c'est-à-dire en fait, throttle, c'est le nom qu'on donne à la manette des gaz, stick, c'est le nom qu'on donne au manche à balai, mais là, dans ce cas-là, c'est un mini-manche. Donc le mini-manche et la manette des gaz disposent d'une quantité de boutons assez phénoménale, donc 13 boutons à droite, 24 boutons à gauche. Je crois que c'est Bubu qui m'a dit que ça représentait à peu près 150 fonctions différentes. Avec ces boutons. En les combinant, on pouvait accéder à 150 fonctions. Ça fait que le pilote, sans avoir à bouger les mains, il maintient les mains sur ces deux manches, à gauche et à droite, va pouvoir contrôler l'intégralité des systèmes. Voilà, c'est pensé notamment en forte accélération. Voilà. Ce qui est le débattement du mini-manche est de simplement 1 cm. Donc on n'est plus du tout dans le manche à balai d'un avion classique, hein, mais c'est véritablement un petit joystick. Hein. Et à la question, est-ce que ça on s'y fait vite, Bubu m'a répondu oui en 30 secondes. Voilà. Donc ça en fait un avion facile à piloter. Voilà, c'est l'un des axes. Voilà. Donc rapidement, là vous avez une photo, d'ailleurs le pilote a une tablette opération sur la cuisse gauche, hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est affiché à gauche, en haut. Donc les afficheurs, on peut complètement distribuer, afficher de l'armement à gauche, du pétrole à droite, de la navigation, enfin. Et n'oubliez pas que le poste arrière, si c'est un biplace, il peut faire exactement la même chose. Hein. Donc c'est complètement reconfigurable. Et là, par exemple, vous avez ce genre de vision pour votre armement. Donc vous voyez qu'il reste 105 obus au canon, et puis vous voyez les missiles, les charges, etc. Hein, qui sont affichés sur ces afficheurs, et tout ça peut être configuré. Voilà. Donc, pour revenir au biplace, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein, voilà. Eh bien, monoplace et biplace, c'est strictement la même configuration. On peut imaginer que, par exemple, le navigateur derrière, lui, va afficher une carte de suivi de terrain, et c'est lui qui va se charger de cette mission. Voilà, hein, parce que c'est complètement reconfigurable. Alors, une chose également, un autre aspect extrêmement important qui rend cet avion facile à piloter, sont les commandes de vol électriques. C'est-à-dire qu'en fait, entre le mini-manche, hein, et puis les gouvernes de direction, hein, ce sont des signaux électriques qui sont véhiculés. Après, bien sûr, il y a des systèmes de vérin en terminal. Et entre les deux, vous avez un ordinateur. Alors, je vais faire très simple, parce qu'en fait, ce n'est pas un ordinateur, c'est un ensemble d'ordinateurs, c'est de grande complexité. Et ce qui va permettre, c'est un avion qui va maintenir le pilote dans le domaine de vol de l'avion. Donc, en théorie, hein, il ne pourra pas décrocher, par exemple. Parce que si, à un moment donné, ils ont une configuration de décrochage, l'ordinateur va corriger automatiquement. Donc, attention, donc c'est ça qui fait que l'avion est facile à piloter. C'est-à-dire, le but est de décharger au maximum de pilotes du pilotage pour pouvoir le faire se concentrer sur la mission ou sur les missions. Voilà. Hein. Donc, ces commandes. Et ça également, ça permet de parer à une caractéristique de ces avions. Maintenant, ce n'est pas uniquement le cas du Rafale, c'est le cas du Mirage 2000, du F-16, etc. Ce sont des avions qui sont naturellement instables, donc extrêmement agiles. Et donc, l'ordinateur, en permanence, fait des corrections. Voilà. Donc les fameux plans canards dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont gérés par l'ordinateur. Le pilote n'a absolument pas à s'en occuper. Voilà. Alors donc, oui, c'est plein d'antennes, bien sûr, cet avion. Juste juste un point sur, il y a une antenne GPS, hein, donc bien sûr, il y a le GPS sur l'avion, et vous verrez que c'est très utile, notamment pour le guidage des armements. Voilà. Alors, au niveau du radar, parce que c'est très complexe, on va pas simplement noter que le système de radar, notamment le nouveau radar à balayage électronique actif, voilà, permet de mener n'importe quelle mission air sol. Un radar, ça émet des ondes, et puis ça les électromagnétiques, et puis après ça mesure l'écho. Hein, voilà. Alors, par rapport à des systèmes plus traditionnels, il va pouvoir suivre plusieurs cibles
plusieurs cibles en même temps. Il va pouvoir faire simultanément de l'air-air, de l'air-sol, donc pouvoir traquer une cible au sol, traquer plusieurs cibles en l'air. Voilà, c'est un radar extrêmement sophistiqué. Il peut même servir de mini AWACS, vous savez, d'avion, puisqu'il a une portée de plus de 100 km. Donc voilà, il peut éventuellement mettre tellement il est puissant. Voilà. Alors, il y a également, donc ça, juste un mot, ça c'est un système de détection actif, c'est-à-dire que quand on émet avec le radar, bien sûr, l'ennemi peut nous détecter les ondes et donc nous repérer de cette façon-là. Mais il y a un autre système qui vient compléter, qui est un système totalement passif et optique, ce qu'on appelle l'optique secteur frontal. Donc c'est devant le Rafale, vous voyez ici, je vous ai mis une vue sur le côté, vous avez deux petites bulles là. Et là, on a un système qui va permettre de voir à des dizaines de kilomètres, en infrarouge jusqu'à 100 km. En télévision, donc jusqu'à 50 km, vous avez vu les écrans qu'il y avait sur les côtés, c'est là qu'on va afficher ces vidéos. Et donc, vous allez pouvoir faire quelque chose comme ça. Par exemple, là, vous avez du dogfight avec un entraînement avec un F-22 Raptor américain. Et là, vous avez ce qu'on voit sur le Rafale, la vidéo qu'on voit sur le Rafale. Et là, l'avion est à des dizaines de kilomètres. Donc, pour les missions de police aérienne, par exemple, pour pouvoir identifier un avion qui a coupé son identification, on va utiliser ce système. Et puis, si on veut ne pas être détecté par les système de contre-mesure ennemi, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre le radar et on va rester en optronique. Voilà. C'est cela. Donc, c'est très complémentaire. Les deux sont très complémentaires. Alors, pas de panique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grâce notamment à Thales, qui est caché par le titre, Thales Safran, vous avez tout autour de l'avion toute une série de systèmes électroniques qui notamment, informatique électronique, qui notamment vont permettre d'avoir une situation autour de l'avion et notamment de détecter les menaces. Ça peut être des missiles, ça peut être des avions, donc détecter les menaces, qui en fait un avion tout un système de protection extrêmement sophistiqué qu'on appelle Spectra voilà. Et qui permet également de gérer l'anti-collision lorsqu'on est en pilotage à faible altitude. Donc, ce système inclut par exemple les fameux leurres infrarouges, c'est toujours joli, ça fait un peu comme un feu d'artifice, voilà, qui sont à l'arrière, vous voyez, à l'arrière de l'avion, et qui permettent de leurrer les missiles à guidage infrarouge. Donc, ils sont guidés sur la chaleur du réacteur. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous émettez des sources de chaleur secondaires. Je pense que vous avez vu des films là-dessus, c'est Top Gun ou autre. C'est joli parce que c'est scénique, quoi. Ça fait des belles photos aussi. Voilà. Donc ça c'est un des éléments du système Spectra. Alors, tous ces systèmes amènent le pilote à avoir une charge cognitive colossale parce qu'il est inondé d'informations. Donc, l'un des génies des concepteurs de cet avion, c'est aussi d'avoir mis en place ce qu'on appelle la fusion des données. Donc, l'idée, alors, on va surtout pas rentrer dans les détails, sachant que moi-même, je suis pas spécialiste, mais ce que ces schémas vous essaient de vous expliquer ici, c'est qu'en fait, grâce à la fusion des données, ce qui vient, par exemple, du radar, ce qui vient de l'optronique, va être consolidé et on va vous présenter un minimum d'informations. Par rapport à d'autres avions où vous avez une quantité énorme d'informations et c'est à vous de faire la discrimination. Donc la fusion de données, c'est quelque chose qui permet là aussi d'augmenter la réactivité des pilotes. Voilà. Ça vient de l'optique, ça vient du radar, ça peut même venir du radar du copain. Enfin, moi, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Et tout ça, c'est consolidé et fusionné pour essayer de le simplifier. C'est un avion de combat, donc il lui faut des armes. Donc là, je vous ai mis cette photo-là parce qu'elle est assez saisissante quand on parle des capacités de charge du Rafale. Donc là, vous avez à la fois des réservoirs supplémentaires de 2000 litres, donc c'est des gros réservoirs. Vous avez des missiles RR à guidage radar, des missiles RR à guidage infrarouge, j'en parlerai, des bombes guidées également. Voilà, un canon également de 30 mm. Donc voilà, le Rafale, c'est ça. Il est capable de transporter tout ça. Là, c'est donc de mener à la fois des missions de bombardement et des missions de chasse. Alors, juste un petit rappel, qu'on appelle les armes intelligentes, c'est en fait les armes guidées. Parce que l'arme, c'est quand même un peu neuneux, quand même. Ça sert à tuer, voilà, ou à détruire. Mais quand on parle d'intelligence, c'est qu'elles sont guidées. Alors, c'est vrai que je vous ai mis à gauche de photos avec des roquettes libres et puis un B-17 en train de bombarder. Là, c'est pas des bombes guidées, là. Là, c'est plutôt tapis de bombes. D'accord ? Donc, on détruit tout. Peut-être pas d'ailleurs forcément l'objectif. Là, avec le Rafale, on va être équipé d'armements guidés, infrarouge, radar, laser et GPS. Voilà. On connaît les coordonnées de l'objectif, on va planter la bombe exactement sur l'objectif. Voilà. Donc en RR, le Rafale est équipé d'un canon de 30 mm
une nouvelle version du canon. Le Mirage 2000 en avait deux, lui n'a qu'un seul, donc ils ont augmenté la cadence de tir. Alors, vitesse initiale, c'est quasiment Mach 3 de l'obus, donc c'est une vitesse extrêmement rapide. Il y a une réserve de 125 obus, ce qui correspond à 3 secondes de tir, mais par rapport au film, vous savez, où Papy Boyington, là où il tire pendant des dizaines de secondes, là, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. C'est programmé à l'avance, donc il y a des petites rafales, typiquement de 22 obus ou de 44 obus. Voilà. Donc en une demi-seconde, on va pouvoir tirer 22 obus. Et ce qui est important, ça représente l'équivalent d'un poids de 6 kg. Vous voyez, donc ça veut dire en une demi-seconde, on va en balancer une masse de métal, éventuellement explosive, hein, de 6 kg. C'est extrêmement létal. Donc le pilote ne va tirer que lorsque sa conduite de tir va lui dire c'est bon, là, la cible est acquise. Hein, il va pas. Donc c'est fini le balayage qu'on voit avec les vieux avions. Hein, c'est totalement contrôlé en air et air sol. Alors le génie européen. Hein, donc les missiles air-air pour la mission de chasse. Donc, je ne vais pas énumérer tous les missiles, mais la gamme des missiles Mika, ils ont le génie, là je vais aller tout de suite là-dessus, ce sont des missiles qui ont le même corps, qu'ils soient guidés par radar. Donc le missile a un radar qui va pouvoir détecter la cible en collaboration avec l'avion, hein, ou alors une tête infrarouge, et il va détecter la signature infrarouge, c'est-à-dire la chaleur du réacteur. Prenez par exemple un avion furtif, qui a une signature radar extrêmement faible, par contre, il a un réacteur, ou deux réacteurs, donc l'infrarouge. Et ce qui est génial, ce qui est super, cocorico, hein, au niveau européen, c'est qu'en fait, c'est strictement le même corps de missile, avec deux têtes de guidage différentes. Hein, radar actif, ou alors infrarouge. Et d'ailleurs, sur l'image que je vous ai montrée, il y avait à la fois des missiles radar, et puis des missiles infrarouges. Infrarouge étant plus dans un domaine un peu plus réduit, mais tous les deux ont une portée équivalente, parce que c'est le même corps de missile. Et MBDA, c'est un consortium européen avec Airbus, avec British Aerospace, enfin, c'est européen. Enfin, l'autre arme, donc là maintenant l'armement air-sol, donc j'avais pris un emblématique, hein, les deux ASM, armement air-sol modulaire, qu'on appelle également Hammer, ça c'est Safran, électronique et défense. Là aussi, Cocorico, c'est assez génial, bon ça c'est ratué quand même, voilà. Un seul corps de bombe, hein, c'est ce que vous avez ici, un seul corps, et 3 têtes de guidage, hein, pour 3 missions différentes, GPS infrarouge, et GPS laser. Alors très rapidement, GPS, vous connaissez les coordonnées d'objectif, hein, vous les rentrez dedans. L'avion en vol peut les modifier parce qu'il y a une communication informatique et électronique entre l'avion et puis à travers le support, les points d'accrochage avec la munition. Voilà. Donc ça veut dire que si on connaît votre adresse, vous êtes un peu mal barré, quoi, parce que ça va taper à quelques mètres. Hein, donc voilà, c'est précis. Alors GPS infrarouge, imaginons qu'il y a du brouillage GPS. Le missile, il a une signature infrarouge, la photo, si vous voulez, infrarouge de l'objectif, il va pouvoir se recaler automatiquement. Voilà. Donc, et puis GPS laser, donc c'est le guidage laser. Donc l'avion est équipé, vous l'avez ici, d'un pod qui va pointer, on va pointer sur la cible un rayon laser. C'est pas pour le détruire, hein, c'est juste pour le désigner. Et puis la tête de la munition, eh bien, va détecter le rayonnement laser, il va taper exactement à l'endroit. Vous avez peut-être vu des photos, ça c'est pour les cibles mobiles par exemple. Parce qu'une fois qu'on a verrouillé le pinceau laser, la cible peut bouger, il n'y a pas de problème, quoi. Elle échappera pas. Et ces munitions sont géniales parce que non seulement il y a une tête interchangeable, mais en plus il y a un module, ce qu'ils appellent un range extension, c'est-à-dire un module de propulsion. Donc finalement, cette bombe, c'est un petit missile, tout simplement, parce qu'il est capable de porter, vous voyez, en altitude, jusqu'à quelque chose comme 50 km. Donc ce qui permet de tirer souvent en delà de la no-fly zone, enfin d'une zone de danger, hein, en dehors des systèmes de défense de l'ennemi. Voilà. Donc là, ça mérite un petit cocorico. Hein. Voilà. Hein, n'hésitons pas. Voilà. Et puis, sinon, bon, donc après, pour toutes ces missions dont je vous ai parlé, le missile de croisière Scalp, Storm Shadow européen, donc MBDA, donc oui, on est soit français, soit Europe, ça c'est important. Le missile ASMP pour l'addition nucléaire, par rapport à la bombe nucléaire américaine, on a un missile, et ça c'est français. Et puis le missile Exocet, qui est aussi MBDA, pour la lutte anti-navire, Exocet qui s'était fait une réputation, notamment pendant la guerre des Malouines pour les anciens. Voilà.
La reconnaissance photo, simplement, je voulais rappeler que traditionnellement, la reconnaissance photo nécessitait des avions de reconnaissance. Vous avez un Mirage 3R à gauche, un Mirage 3 de reconnaissance. Vous voyez, donc dans le nez de l'avion, ben, vous avez des caméras haute définition. Ça veut dire qu'il faut que l'avion il revienne, il prend les photos, il revient. Et puis après, on tire des photos au sol. S'il est descendu, c'est râpé. Tandis que là, ben, c'est fini maintenant. Là, on a un avion multirôle. Donc, le Rafale est équipé d'un pod en dessous. Ça ressemble un peu à un gros bidon, hein, voilà, avec des capteurs extrêmement précis, des capteurs infrarouges, visuels, etc. Et qui transmet en temps réel les images à la station au sol. Donc ça veut dire que vous n'avez pas avant même d'avoir touché des roues autour d'une mission, les photos sont déjà traitées, interprétées par les équipes au sol. Voilà. Alors, ravitaillement en vol, rapidement. Donc là, on est habitué à ce type de ravitaillement, c'est-à-dire classique. Là, en l'occurrence, je vous ai mis un A330 MRTT qui est tiré de l'Airbus A330. Donc ça aussi, c'est nous, c'est européen. Alors, pour les Rafales M uniquement, hein, parce que quand ils sont en mer, il y a une possibilité, un Rafale avec des bidons, de ravitailler notre Rafale. Ça, typiquement, un Rafale marine qui revient d'une mission qui est un peu short pétrole et qui risque peut-être de faire quelques touch and go au niveau de la pontage parce que le gars est fatigué, etc. Bon, ben, on va lui faire un petit complément de ravitaillement hein, grâce à cette capacité, on appelle ça une nounou, hein, donc capacité de ravitailler d'un Rafale à un autre. Voilà. Alors, le Rafale, il a eu différents standards, hein, il évolue. Hein. Alors, je vous ai mis Windows, parce que, bon, voilà, bah oui, Windows, ça évolue, hein, depuis Windows 3.1, pour ceux qui ont connu ça, jusqu'à Windows 11. Alors, le Rafale, c'est pas uniquement logiciel, hein, c'est aussi matériel, bien entendu. Donc, vous avez des évolutions. Donc, le Mirage, le F1 était assez fruste, uniquement RR. Après, on lui a donné des capacités de missiles Mika, de Scalp, ben, ça, vous avez eu les armes dont je vous ai parlé. Le F3 avec le missile nucléaire, reconnaissance, Exocet, le F4 avec un nouveau radar actif, et puis le futur F5 à l'horizon 2030, d'une des caractéristiques principales, c'est qu'il va pouvoir intervenir en compagnon de drones de combat. Donc là, vous avez le Neurone développé par Dassault actuellement. Donc là, on parle, c'est pas le petit drone comme Stéphane, il joue avec, hein, c'est... Ils sont bien déjà. Ça a un petit peu plus cher et ça peut porter quand même deux bombes de 250 kg en soute. Donc c'est un drone furtif. Donc le Rafale, il reste discret, mais bon, quand même. Par contre, il est capable, donc il va pouvoir envoyer en zone ennemie dangereuse des drones qui, eux, sont furtifs pour aller frapper au cœur du territoire ennemi. Donc, on a donc vous voyez, c'est un avion qui évolue. Donc, donc, au lieu de se focaliser uniquement sur l'avion lui-même, eh bien, on lui adjoint d'autres équipements. Et puis, juste pour terminer sur le nom, Rafale, pourquoi Rafale? Eh bien, tout simplement parce que il y a eu plein ils voulaient des noms en M, comme Mirage, etc. Ils ne le trouvaient pas. Et finalement, Marcel Dassault a tranché en disant ça sera un Rafale par rapport à l'Ouragan, qui a été le premier avion de série à réaction français. Voilà. Le Rafale, c'est également un héros de bande dessinée. Je vous en ai mis quelques-unes sur la table à droite du buffet, là-bas vous verrez. Hein, donc je les ai toutes, hein, voilà. Là, je vous ai mis qu'un exemplaire. Donc il est, donc il est énormément, il est très médiatisé. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que maintenant, vous pourrez répondre aux questions. À quoi ça sert et pourquoi c'est un très très bon avion. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, on pourra les traiter tout à l'heure, mais si vous avez des questions, on peut déjà y répondre un peu. Ou on passe au l'apéro. Merci Thierry, j'ai profité de ce que j'étais là pour faire une photo de l'ensemble, mais je vois que j'ai dû manquer un petit peu. Ne bougez pas, je vais refaire une photo de l'ensemble de la salle, parce que comme vous avez pu le voir, vous êtes venus nombreux et on vous en remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser maintenant ou discuter avec Thierry qui ne manque pas de répondants, comme vous pouvez bien l'imaginer, pendant la période. Et si vous avez des questions? Oui? Comment vous expliquez ces délais si longs de fabrication?
des mois à partir du moment Alors, attendez, je vais vous donner une explication, hein, parce que je... de guerre, mais je veux dire... En fait, ce qui s'est passé avec Dassault à un moment donné, notamment dans les années 90, quand on est passé du prototype au pré-série, c'est qu'il y a eu la chute du mur, donc tout le monde s'est imaginé que la guerre c'était fini. Enfin, je grossis un petit peu le trait. Donc il a fallu que Dassault s'adapte à une production très faible en fait d'avions. Voilà. Hein, donc ça, je sais pas, ça répond peut-être un petit peu en partie. C'est d'une grande complexité, bien sûr, hein, c'est vrai. Mais il y a ça aussi. Et aujourd'hui, le challenge de Dassault, bah, c'est le contraire en fait. C'est que quelque part, parce que quand vous avez les Émirats Arabes Unis ou Qatar là, qui commandent 80 avions, faut assurer derrière. Et puis il y a l'Inde qui envisage encore d'en acheter. Donc on est face à un avionneur avec tous ses sous-traitants qui est obligé qui était à un avion par mois, hein, voilà, et qui envisage de passer à 6 avions par mois. 6 avions, donc, et c'est énorme, quoi, parce que ça demande voilà, donc je pense que ça explique. Ils ont été capables de freiner un peu la production pour justement s'adapter à la baisse de demande. Mais là, c'est en train de redémarrer. Voilà. Hein. Maintenant, les chiffres que je n'ai pas, j'aime bien comparer. Ce serait par exemple le cycle de construction d'un F-16, par exemple, vous voyez, ou des avions pérennes, enfin un peu plus récents. Voilà. Ça, je ne l'ai pas. Je sais pas ça. Le côté spécifique informatique, moi ça me fait peur de voir que c'est la machine qui maîtrise un petit peu par rapport à... Ah, c'est pas qu'elle maîtrise, c'est qu'elle, oui, elle est complètement, elle est entre... Mais ça, c'était le premier avion qui a inauguré ça, c'était pas un avion, enfin, chez nous, du moins de notre côté, parce que la F-16, là, c'est l'Airbus A320, hein, qui est équipé d'un mini-manche, et voilà. Donc, parce que c'est une commande de vol électrique, Concorde les amis, mais par contre, il n'y avait pas d'ordinateur. Vous voyez, c'était juste, c'était plus c'est plus des élingues. Par contre, avec ces avions-là, F-16 et maintenant Rafale, oui, il y a un ordinateur et on lui fait suffisamment confiance. Il y a eu cette réticence au début. Hein, j'ai lu pas mal de choses sur les pilotes. Oui, ils avaient un petit peu cette inquiétude, mais le résultat est merveilleux. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est que Dassault est un des seuls constructeurs d'avions à construire les commandes de vol électriques. Ils ont tenu c'est pas sous-traité, c'est eux qui le font. Voilà, pour justement avoir toute la maîtrise du système de A à Z. Parce que ça dépend, de ça dépend la survie du pilote, en fait. Hein. Ça veut dire que s'ils vendent leur avion aux Arabes, oui. Eux, ils se gardent le secret pour l'entretien, et c'est eux-mêmes qui... Ah oui, on ne sous-traite pas la construction. Pas de licence. On ne sous-traite pas la construction. Il n'y a pas de licence, comme c'est le cas des fois. Par contre, il peut y avoir des équipements. Je sais, par exemple, les Indiens ont des équipements israéliens, par exemple. Il peut y avoir des équipements qui sont rajoutés, notamment pendulaires, spécifiques à une utilisation. Oui. Mais sinon, non, il n'y a pas de... La licence reste... on ne construit pas sous licence. Voilà, c'est... Non. Pardon ? Je pense que ça serait difficile de copier. Ouais, non, c'est... Il y a toute la mise en œuvre et les secrets de voilà. fabrication. Mais vous voyez vraiment, enfin, je vous dis tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que c'est un ensemble qui fait que c'est un avion qui peut mener bien une sorte de mission. Et grâce notamment à son expérience en combat, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, il est combat-proof par rapport au Typhoon, par exemple, que vous avez une maquette là-bas, qui est le concurrent Airbus, par Eurofighter. Voilà, c'est un avion qui a prouvé ses qualités en combat, mais c'est tout cet ensemble. Et je vous dis, un bel avion, les Sukhoi sont des super avions, mais si vous ne l'associez pas à des armements, mais en plus, et là, j'ai pas dû te parler, mais toute l'infrastructure autour, les AWACS, les avions, les liaisons satellitaires, toute cette infrastructure, où l'avion, bon, il fera des ronds dans le ciel, quoi, mais ça va s'arrêter là, quoi. C'est l'humain qui le fabrique, c'est l'humain qui l'invente, qui crée tout ça. Ah, je pense que là chez Dassault, chez Thales, chez Safran, il y a des gens vraiment éblouissants, sincèrement, éblouissants. Et avec une vision en plus. Parce que c'est un avion, le prototype, alors j'ai pas du tout parlé de ce cycle-là, mais le prototype c'est 1986, juste quelques mois après le décès de Marcel Dassault d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez, prototype 86. Et aujourd'hui, il est pérenne au moins jusqu'à 2050, quoi. Donc non, c'est des gens. Mais par contre, il y a toutes ces évolutions dont j'ai parlé, hein. Mise à jour, nouveaux radars, nouveaux systèmes, voilà. Est-ce qu'on a assez de pilotes pour...
Alors oui. Je pense que c'est pas évident. Hein, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que oui, former un pilote, je crois que j'avais vu des chiffres de 2 à 3 millions d'euros, hein, ça coûte à peu près une formation. Et dans le cas des pilotes de l'aéronaval, ils vont faire une partie de la formation aux États-Unis, enfin du moins jusqu'à présent. Donc non, c'est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux, bien sûr. Et puis. Et c'est long. Et c'est long. Alors, tu me parlais de 7 mois pour la Première Guerre mondiale, hein, à peu près 7 mois. Voilà. Là, c'est plus long. Et en plus, voilà, j'ai pas eu. Mais une fois que le pilote de la Première Guerre mondiale était formé, à l'ailleurs, je dirais, le pilotage était relativement délicat. Après, le système d'armes, il était simple, c'était 2 mitrailleuses pour les pilotes de chasse. Là, ce que m'expliquait Mimous, c'est plusieurs années. Ok, je sais piloter l'avion, super, hein, voilà, vraiment. Et c'est plusieurs années pour pouvoir mener tout cet ensemble de missions. Et alors, quelque chose que je ne soupçonnais pas, quand j'ai posé la question à Bibu, les pilotes, oui, sont vraiment omni-rôles, donc ils sont formés à mener toutes les missions. Ça, je pensais qu'ils étaient dédiés, vous voyez, plutôt chasse, plutôt... Non, ils sont formés, et donc ça, c'est extrêmement complexe. Jusqu'à quel âge on peut piloter ce genre d'avion? Une quarantaine d'années, ils ont une quarantaine d'années, tous les deux, là, les deux acolytes, là, ouais. Non, mais je pense que oui, c'est ça. Et puis après, Ils prennent leur retraite. bah, ils prennent leur retraite, hein, absolument, ouais, c'est ça, hein, absolument. Absolument, oui. Puis, bon, physiquement, Ils prennent cher quand même. Ils Hein. prennent des charges jusqu'à 9G, c'est-à-dire 9 fois. Ouais. Ils prennent cher quand même. À chaque fois à chaque catapultage, par exemple, ils expliquent, ils mettent bien leur tête en arrière sur l'appui-tête. Bon, et puis il y a ceux, alors en l'occurrence, il y a ceux qui vont s'éjecter. Alors là, par contre, c'est autre chose. Hein. Donc il y a un tassement de vertèbres, voilà. Donc non, c'est rude. Hein. Alors justement, je posais la question à Mimou, je dis mais vous prenez 9, 10G. Il me dit mais ça c'est un entraînement. On s'entraîne et ils font de la centrifugeuse. Hein. Ils font quelques entraînements en centrifugeuse, mais c'est un entraînement régulier. Voilà, c'est quelque chose. Et je lui ai dit, mais est-ce que, lorsque vous faites vos évolutions, alors le Rafale sur le display, est-ce que vous sortez de la butée élastique? Il m'a dit, non, on reste dans les domaines de vol de l'avion. Justement, c'est ça le but, c'est de faire une démonstration dans le domaine de vol autorisé par l'avion. Voilà, donc ça c'est important de noter ça. Et pour autant, le pilote est très sollicité. Le cockpit est confortable, il est plus large. Voilà. Et il y a la clim. Il n'y a pas le repose pour le verre, mais il y a la clim. Pourquoi la clim? La clim, il faut comprendre, quand vous faites des missions dans le Golfe, ça. Vous attendez c'est épouvantable. une mission de guerre, vous êtes à l'avion 1 heure avant de décoller. Là. Ouais. Il vous faut 30 minutes pour faire le tour avion, encore un bon quart d'heure pour faire un tour avion. Ce qu'on appelle le tour avion, c'est vérifier l'avion, au niveau cellule, hydraulique, carburant. Et vous avez encore le tour, ce qu'on appelle le tour armement, hein, vérifier tous les points d'emport tiennent bien et tout. Et après vous vous installez, vous attendez le top pour partir. Et il fait 50 degrés. Il fait 50 degrés sur le tarmac. Hein. Donc vous êtes là, donc ils sont contents d'avoir la clim, parce qu'avant, du temps du Mirage 2000, je peux vous dire, c'était chaud. Ils ont des petits trucs, des fois ils leur mettent des... Oui, on leur mettait des trucs du réfléchissant, comme mais ça, donc il y a la clim. Après, il vole à 30. Alors après en l'air, quand il monte, oui, mais il va faire plus frais, oui, mais avant, voilà, donc le risque, c'est de s'évanouir, quoi. Donc la clim, elle est appréciée. Ouais. Oui. Commercialement, il y a eu un doute à une époque. Oui. Il y avait Avant la grande options, commande des Égyptiens, il y a eu justement. beaucoup d'options prises, mais il n'y a pas eu de confirmation pendant une longue période. Oui, enfin, alors, il y a même eu, au début, les marins n'étaient pas... Oui. Pardon. Les marins se disaient non, un avion Delta ne va pas pouvoir opérer sur un porte-avions. Donc ils étaient plutôt favorables au F-18 Super Hornet américain, voilà, ce qui aurait été une honte quoi, absolue. Et en fait, il s'est avéré un excellent avion maritime, hein, voilà, pas mal utilisé. Voilà, donc, et ce qui est absolument génial, c'est que c'est le même avion, c'est le même avion terrestre et marin, quoi. Je veux dire, donc, voilà, on peut mener les mêmes missions. Enfin, ce que j'expliquais, c'est extraordinaire, quoi. Là, c'est. On va passer à la deuxième étape. Merci. J'ai mis ces petits trucs à côté des maquettes. Si vous flashez le code là, j'ai fait un petit site rapide aujourd'hui où vous avez la bande-annonce et vous avez également un document avec toutes mes sources.
Il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de matériel sur. J'ai mis quelques revues, un bouquin sur le Rafale ici. Vous avez des BD derrière, enfin du moins un numéro de BD. Très important, Et puis des maquettes. Les maquettes ne sont pas. Ah non. On remercie Thierry et on va passer à la suite. Merci à vous. On va vous demander une petite contribution, c'est de rapprocher les chaises et de les empiler pour qu'on ait assez de place pour l'apéro. Merci.